En termes de croissance d'équipe, parce que les choses vont quand même assez vite, vous apprêtez vous allez accélérer, visiblement c'est déjà fait, mais les mois à venir vont sûrement amener pas mal de recrutements. Par chance, c'est plus simple peut-être de recruter maintenant qu'il y a 2 ans ou 3 ans dans les années un peu folles. À quoi ressemble le process de recrutement pour intégrer ton équipe ? Et est-ce qu'il y a des éléments particuliers que vous allez chercher dans les personnalités ou dans les compétences des gens que tu recrutes ? Carrément. Donc déjà, le processus de recrutement, il a beaucoup évolué depuis le début. Donc, je dirais que la première chose, c'est bien comprendre les types de profils qu'on recherche, à la fois sur les compétences techniques, sur les expériences qu'ils ont vécues, mais vraiment de manière très importante sur la culture. Donc, on a des points de culture très forts. Je pense notamment à la philosophie on-site, alors qu'il y a beaucoup de boîtes qui recrutent beaucoup en full télétravail ou vraiment en 1 jour de on-site par semaine. Nous, on a vraiment comme valeur forte la valeur de l'on-site. On est évidemment flexible quand il y a besoin de faire du télétravail, mais c'est quelque chose qu'on met vraiment en avant dans le recrutement. Et qui parfois ne convient pas à certains profils et qui au contraire ravit plein d'autres candidats qui ont envie de vivre cette émulation collective au bureau. Donc bien comprendre les profils qu'on recherche, donc voilà, qu'ils soient alignés avec la culture qu'on est en train de dessiner, et ensuite concrètement la chasse. Donc il y a plusieurs façons de chasser. Donc, les premiers candidats, les premières personnes qui nous ont rejoints dans l'équipe tech, il y a des personnes avec lesquelles j'avais travaillé avant. Il y a d'autres personnes que j'ai été chasser personnellement dans mon réseau, Centrale Supélec, etc. Et puis aussi, j'ai fait appel à des chasseurs externes qui m'ont aidée et on a travaillé ensemble pour leur faire comprendre pourquoi parfois un candidat n'était pas retenu. Et donc, de cette manière, on a avancé et finalement, j'ai recruté 20 développeurs en 6 mois. Bon, canon. Et 20 développeurs seniors. Ouais, impressionnant. Impressionnant. Et donc, ça passe par une batterie de tests techniques, parce qu'avant, tu connaissais les gens, à la fin, tu les connais moins, il faut quand même plus les tester que ceux que tu as connus. Donc là, vous avez quoi, une immersion dans les équipes pendant un temps donné, ou à quoi ressemblent les tests ? Yes. Donc pour le process d'entretien, donc après la chasse, le premier entretien, c'est un entretien de screening. Okay. Donc là, concrètement, c'est principalement, au départ, c'est principalement moi qui faisais l'entretien de screening. Ça a changé que récemment avec notre Head of People qui nous a rejoints. Donc là, c'est 30 minutes de plus culture fit, comprendre les expériences du candidat et aussi parler de pivot. Ensuite, il y a l'entretien tech. Donc là, l'entretien technique, c'est un exercice de coding, mais aussi une phase de questions plus ouverte. Moi, j'adore l'entretien technique, la phase de questions ouvertes, parce que je trouve qu'on voit plein de choses, comment le candidat réfléchit, comment il aborde les problèmes, quel compromis il peut faire. Et donc, je trouve que le combo exercice de coding et questions ouvertes d'architecture, etc., c'est une bonne façon d'évaluer la technicité d'un candidat. Après l'entretien technique, on a mis en place un entretien on-site. Donc le candidat vient au bureau et il discute, il échange avec 2 personnes de l'équipe. Donc là, je demande aux ingénieurs de l'équipe d'interviewer le candidat, d'échanger autour de projets sur lesquels il a travaillé par le passé. Et pour moi, c'est super important d'impliquer les équipes dans le recrutement, puisque concrètement, les candidats vont travailler avec les équipes. Ouais, il faut un fit culturel, personnel et tech aussi. Voilà. Quoi. Donc c'est important que ça matche. Donc c'est concrètement se demander, est-ce que cette personne, j'ai envie de bosser avec elle, avec lui ou avec elle, et est-ce qu'il va faire monter le niveau de l'équipe ? Et le dernier entretien, c'est l'entretien avec les founders. Okay. Donc, soit moi, moi, Marco. Donc, toujours une étape founder. OK. On parle du scale de l'équipe, mais au niveau de... on parle de l'augmentation de l'équipe, pas encore du scale, mais le jour où vous allez accélérer, est-ce que tu es déjà en train de prendre des décisions et de réfléchir à des éléments sur le plan technologique, mais aussi organisationnel, qui vont te permettre... qui sont des choix en vue de la croissance que tu vas avoir?
Et si tu penses à quoi, en fait, pour préparer cette croissance que vous espérez avoir ? Ouais, c'est des questions fondamentales que je me pose très régulièrement. Comment préparer le scale ? Donc, à la fois, il faut avoir un bon équilibre entre le pragmatisme du quotidien et justement la préparation du scale. Donc, en termes d'organisation d'équipe, déjà là, à un peu moins de 20 personnes dans l'équipe tech, on a déjà commencé à s'organiser. Ouais. Donc on s'est organisé en squad fonctionnel, donc des squads par domaine fonctionnel. Donc on a une squad intake, donc pour tout ce qui est demande d'achat et validation, une squad invoice, donc pour tout ce qui est upload de factures et de dossiers de matching avec le bon de commande. Et on a une squad intégration, focalisée donc sur les intégrations avec les ERP, mais aussi les outils SIRH et Lego. Donc on s'organise en squad fonctionnel. Donc on réfléchit déjà aux 2 prochaines squads qui vont arriver. Donc on a des développeurs front et back dans chaque squad. Et on a commencé à se structurer avec des tech leads. Et donc là, on a nommé notre premier tech lead, et plus on va grandir, plus donc on aura des tech leads. Et à la fois, donc en fait, on a une vraie philosophie sur les tech leads, c'est qu'on veut avant tout des gens fondamentalement tech, qui comprennent les challenges tech dans leurs détails, et pas des managers qui finalement peuvent pas creuser au fond des choses. Donc pour les tech leads, on préfère des gens très tech qu'on forme au management, et on les aide du coup, justement à assurer une proximité suffisante avec l'ensemble de l'équipe, et à assurer les one-one et faire en sorte de faire progresser tous les membres de l'équipe. Bien. Je reviens sur la partie cash. Parce que tu parlais tout à l'heure très rapidement, on voit les investisseurs, on fait une levée de fonds. Ouais, sauf que vous arrivez dans un moment où le cash est un peu plus compliqué à trouver qu'avant. Vous faites une première levée de fonds qui est quand même pas des moindres, en amorçage à 5 millions. Et quelques jours ou quelques semaines après, rebelote, 20 millions de plus. Comment vous avez géré... Enfin, comment ça s'est passé, cette levée de fonds ? J'ai l'impression, vu de l'extérieur, que c'était une évidence, ça a été hyper simple, ça n'a peut-être pas été si simple que ça. Et pourquoi est-ce qu'on en arrive après lever 5 millions, pourquoi est-ce qu'on rajoute 20 millions peu de temps après ? Comment ça s'est passé un peu ça ? Yes. Donc effectivement, le contexte aujourd'hui n'est pas forcément favorable aux levées de fonds. Après, disons, on a réussi à mettre des choses en place qui nous ont vraiment aidés pour faire ces levées de fonds. Donc déjà, la première, c'est vraiment par ce qu'on avait fait avant. Donc notamment Marco et Romain. Et comme je disais tout à l'heure, pour la deuxième levée de fonds, ce qui a vraiment marqué le coup, c'était donc ce qu'on a fait entre le début, entre mai et septembre-octobre, donc à savoir gagner Vodoo comme premier client et le livrer, et le déployer en prod, avec déjà des centaines d'utilisateurs. Et en fait, ça a vraiment donné des points de repère aux investisseurs, et ça leur a donné envie de s'investir dans cette trajectoire en laquelle ils ont cru. Ok. Et donc, pour répondre à ta deuxième question sur la deuxième levée de fonds qui est arrivée donc assez rapidement. Donc, en effet, on a fait la série A quelques mois après le Précide. Et en fait, tout simplement, on savait qu'on pouvait aller plus vite avec plus de moyens. Et finalement, on ne prend pas les mêmes décisions quand on a 5 millions ou 25 millions d'euros en banque. Et on est convaincu qu'il y a un vrai timing, un vrai momentum aujourd'hui, de par la contraction économique et de par les enjeux la pression d'autant plus forte des équipes finances sur tout ce qui est savings. Maîtrise des dépenses. Exactement. Et savings, okay. Contrôle et capital efficiency. Du coup, on a une conviction forte que tout se joue maintenant, et avoir plus de moyens nous permet d'aller plus vite.